question se pose de savoir si la justice est atteinte par ce phénomène. On va y répondre, je pense, c'est parce qu'effectivement, l'invention d'un nouveau langage, de nouveaux concepts, fait quand même doucement son entrée. Il se trouve que je tiens à défendre autant les victimes que les auteurs. Et tant que je serai avocate, je ferai les deux. Mais c'est de plus en plus difficile, parce que on s'adresse à moi en disant « mais vous êtes de quel côté ?» Je suis avocat, donc c'est-à-dire je vais prendre un dossier et puis je vais travailler ce dossier, mais pas seulement, je ne suis pas militante. Et même maintenant, quand on appelle par exemple les UMJ, qui sont les services de médecine consacrés aux victimes ou aux auteurs, eh bien on me demande vous êtes de quel côté ? Ah oui, je vois que vous êtes côté victime parce que je viens de taper votre nom, j'ai vu que vous aviez défendu une cause, une femme qui était violée, donc vous êtes côté victime. Bon. Pour avoir le renseignement, je ne dis rien parce que j'ai besoin d'avancer, mais je trouve ça assez incroyable qu'il faille à ce point choisir son camp. Il ne s'agit pas d'une guerre, et je pense que la justice a tout intérêt maintenant, et elle résiste quand même, j'y viendrai. Bien sûr qu'elle est sujette à l'ambiance et à l'air du temps, mais elle résiste, elle continue à vouloir, par la preuve, par l'administration des preuves, chercher la vérité, et pas se contenter de la victimisation qui consiste à prendre finalement aujourd'hui la place de l'auteur dans le procès pénal. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le droit pénal français est construit autour de l'auteur. Et en réalité, ce mouvement, du point de vue judiciaire, voudrait que l'auteur disparaisse complètement du paysage et du débat judiciaire pour prendre toute la place sur la scène judiciaire telle qu'elle est organisée. Mais, encore une fois, il y a moyen d'y résister, même si les lois, les mots, le terme féminicide, l'inceste, l'emprise sont des termes qui ne sont pas suffisamment définis et qui pourtant, même moi avocate, je me prends et parfois à les employer alors que je ne devrais pas, parce qu'ils ne sont pas dans le code pénal pour certains. Fabio Landa. Je voudrais vous livrer mon impression en lisant le livre de Sabine. Au fur et à mesure que j'avançais dans ces livres, j'étais, chaque fois que j'avançais une page, j'étais obligé de revoir mes références. Parce que, au fur et à mesure que j'avançais dans le livre de Sabine, je voyais que nous étions devant un cas difficile, et peut-être mon association, c'est pas vrai, mais de toute façon, c'est l'association que j'ai eue, que nous étions devant, au moins dans la description d'un cas Schreber, qui est un cas très fameux dans la psychanalyse, que Freud a eu beaucoup de mal à nous décrire, que c'était vraiment quelqu'un paranoïaque, psychotique. Et il était le fils d'un grand pédagogue. Ce grand pédagogue a inventé des moyens magnifiques d'éduquer les enfants. Il avait même créé une veste plein d'aiguilles, de choses comme ça, que chaque fois que l'enfant, d'une certaine façon, ne se comportait pas bien, dans des espèces d'orthopraxie des comportements, il allait immédiatement être... Alors, quand j'ai pensé à ça, j'ai commencé à revoir mes références. La première de toutes les références, c'est la torture. Ça veut dire, la torture, elle est toujours là, à côté de nous. Par exemple, dans les cas Schreber, maintenant Sabine vient de nous livrer d'emblée. Un enfant est soumis à quelque chose qu'on fait de son corps, ce qu'on veut, comme on veut, selon nos caprices, change les règles, je change mes comportements envers les enfants. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est la question du langage. Au fur et à mesure que j'avançais dans la lecture du livre de Sabine, j'ai pensé à un travail de Victor Klemperer, où il était en train de déchiffrer un certain lexique, un lexique dans l'occurrence la transformation de la langue allemande dans une autre langue. Et donc, ces procédures de ces mouvements, c'est presque impossible de penser que d'une certaine façon, va dans les sillages de cette création d'une nouvelle langue, une autre langue, comme vient de dire Sabine. La dernière chose que je voudrais vous dire, que ça correspond à ma position personnelle aujourd'hui, bien sûr que je peux changer, c'est que, en lisant Sabine dans ses livres, je voyais une démarche plus ou moins comme Karl Kraus. Karl Kraus, à un moment donné, il résistait à tout. Aux journalistes, aux philosophes, aux médecins, à tout. Il était contre.
il passait dans une espèce de moulin critique tout ce qui venait. Et Karl Kraus a été, je pense, intraitable. Je pense non, il était intraitable. Aussi intraitable que les livres de Sabine. Ça veut dire qu'elle travaille avec une matière à haute température. Elle n'hésite pas. C'est pas ma démarche, parce que j'ai bien besoin de quelques protections contre les hautes températures. Mais je reconnais que Sabine travaille avec un matériel incandescent. Alors, du côté du langage, pour suivre la question de Klemperer, je suis la remarque de Sabine. J'avais en tête ce dicton de Goebbels qui disait « Il nous faut mettre au pas. Mettre au pas les journalistes, mettre au pas les avocats, mettre au pas l'intelligentsia. » Et nous savons qu'ils n'ont pas eu beaucoup de mal à mettre au pas. Et ce que vient de dire dans ce sens, ça correspond aussi à quelques expériences que j'ai eues. Mais de toute façon, j'avoue que pour l'instant, je résiste un peu de me laisser mettre au pas. Alors, justement, certains, je dirais, animateurs du mouvement MeToo, ceux qui sont à l'avant-garde, reprochent à la justice d'être carrément phallocratique, et donc de résister, elle aussi. Et vous disiez que, manifestement, elle résiste, c'est-à-dire que le code pénal ne s'est pas encore couché devant les injonctions de changer la sémantique. En fait, le présupposé du mouvement MeToo, au regard de ce qui se passe dans l'arène judiciaire, c'est de dire la justice nous ignore, donc moi j'ignore la justice parce que de toute façon elle est trop lente, elle répond trop tardivement. Ça, c'est indubitable. La justice est trop lente. Mais de quelle lenteur parle-t-on? De la justice, je veux dire du processus judiciaire lui-même, ou du délai avec lequel la plainte est portée à l'attention de la justice? Donc déjà, vous voyez bien qu'on joue avec le temps. On dit elle est trop lente, mais quand est-ce qu'elle a été saisie? C'est aussi la première question qu'on devrait se poser. Et en fait, à partir de ce présupposé en disant elle est trop lente, on l'ignore, ou alors on lui tord le bras. Et on va lui tordre le bras de plusieurs manières. On va changer les textes. Donc on va faire une sorte d'entrisme dans le code pénal. On va alourdir les peines, alourdir le quantum des peines, et on va repousser le délai de la prescription. Ça, je dirais, c'est les 3 ou 4. Puis on va, et comme je l'ai dit tout à l'heure, inventer des nouveaux mots et tâcher de les faire rentrer dans le code pénal. Donc vous voyez, il y a un mouvement qui existe maintenant depuis plusieurs années. Moi, depuis que je suis avocate, des réformes sur les textes qui visent à réprimer les atteintes sexuelles, les abus sexuels, les crimes sexuels. J'en ai connu peut-être 10, et vous probablement aussi, monsieur l'expert. Donc, c'est pas d'hier que ce phénomène est entré. La place de la victime est de plus en plus grande dans le code pénal français. C'est une certitude. Mais comme ça ne va pas assez vite, et qu'il y a surtout la prescription qui fait qu'on peut déposer plainte, mais que la chance d'aboutir à un procès n'existe plus compte tenu du délai, eh bien on pousse. Alors on pousse beaucoup, puisqu'aujourd'hui on peut déposer plainte 30 ans après sa majorité. C'est vous dire que c'est quand même très loin. C'est-à-dire que jusqu'à 48 ans, une victime peut déposer plainte pour des faits très anciens. Et puis, on invente des nouvelles choses que nous autres juristes n'avions jamais imaginées. On peut maintenant recueillir la plainte, donc auditionner une plaignante qui se dit victime, même si les faits sont prescrits. C'est nouveau, c'est très nouveau. C'est-à-dire que le parquet de Paris a commencé, et puis ça s'étend, maintenant le garde des Sceaux l'a demandé, pour rendre justice. Mais ce n'est pas rendre justice par un procès, c'est ça que je veux vous dire. C'est pour donner l'illusion d'une justice, on vous entend, d'autres diront on vous croit, eh bien on vous écoute même si les faits sont prescrits. Donc vous avez aujourd'hui, alors Dieu sait qu'en plus la justice est malheureusement en situation d'embolie, il faut quand même le dire, eh bien, vous avez des enquêtes qui n'en sont pas vraiment, puisqu'il y a un dépérissement des preuves très longtemps après, qu'il y a, alors moi j'ose parler d'insécurité juridique, c'est-à-dire donc on ne sait plus quel jour les choses s'arrêtent ou commencent, en définitive c'est tout le temps, c'est ad vitam aeternam, et puis on finit par se dire, mais est-ce qu'on va juger des gens dans un délai raisonnable? La notion de délai raisonnable, c'est quelque chose de très important en matière judiciaire en France. On ne peut pas être jugé 40 ans après les faits. Où sont les témoins? Que sont les récits devenus? Puisque, il faut le dire, et je pense qu'on en reparlera tous, en fait, les affaires d'abus sexuels, et c'est en ça qu'elles sont aussi extrêmement intéressantes, nous avons, nous, gens de droit, obligation de rechercher la vérité,
Ça passe par la confrontation, ça passe par le contradictoire, ça passe par le respect des droits de la défense, qui sont des grands principes de l'état de droit. Eh bien, cette recherche de la vérité, elle est très particulière, puisqu'en fait, on met en scène, et là je parle aux psychanalystes, on met sur la scène judiciaire des récits, récits contre récits. On dit vulgairement parole contre parole. Or, et c'est là que je dis qu'il faut résister, et la justice résiste, il faut rechercher les preuves. On ne peut pas accuser sans preuve, on ne peut pas lyncher. Ça, j'ai l'impression de le dire, devient une injure aux plaignantes et aux victimes. Non. Encore une fois, je défends des femmes victimes, des gens qui ont été violés dans l'enfance, j'en défends, mais ils entendent qu'il n'y a pas de lynchage, que le cours judiciaire, c'est d'accepter la confrontation et d'accepter la discussion, le débat judiciaire. Et en fait, ce que je crois aujourd'hui très menacé, c'est non seulement la nuance, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on est là ou on est là, on n'a pas le droit d'être au milieu, pourtant la recherche de la vérité, c'est quand même essayer de chercher un juste milieu, mais c'est surtout qu'on doit tout de suite condamner, parce que vous comprenez bien que le temps médiatique et le temps judiciaire sont diamétralement opposés. Moi, mon combat depuis 20 ans maintenant, c'est que le temps médiatique doive non pas devenir l'absolu temps, mais il faut que le temps judiciaire soit beaucoup plus court. Parce que la réponse, on le sait maintenant, c'est un des avatars de ce problème, c'est que MeToo est venu, je dirais, s'installer sur ce temps judiciaire si mort, si lent, si pesant, avec des stratégies dont on reparlera, mais qu'on vient à plusieurs déposer plainte, que le témoin devient victime, que le temps, au lieu de faire un travail de décomposition, c'est-à-dire, malheureusement pour les victimes, de prescription, en réalité devient un temps suffisamment probant pour dire, bah oui, il est coupable, puisqu'ils sont plusieurs à le dire. Alors, j'en reparlerai parce que ça devient très préoccupant. Comment est-ce qu'on se défend dans ce cadre-là? Comment est-ce qu'on fait? J'en parlerai tout à l'heure sans être trop technique, mais la défense est minuscule pour quelqu'un qui est lynché aujourd'hui dans ce qu'on appelle le tribunal de l'opinion. Eh bien, c'est extrêmement compliqué. Et j'ai fini, après je vous laisse. Ce que demandent les plaignantes victimes qui ne sont pas nécessairement passées par le tamis judiciaire, c'est la mort sociale. Et ça, c'est gravissime. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de discussion, non seulement il n'y a pas de contradictoire, non seulement il n'y aura pas de droit de la défense, il n'y aura pas de procès, mais en plus, je vous demande la pire des peines. C'est celle de la mort sociale. Et là, véritablement, ceux qui sont sensibles aux questions de l'état démocratique se disent, mais alors on va aller où, là? On va aller où? Parce qu'il suffit que je dise une chose, qu'il n'y ait aucun débat et que vous en mourriez, mais c'est la chose la plus grave qui puisse arriver en réalité.